Chapitre 26e. Le lendemain fut calme, sans rendre l'assurance à Boyne. Il lui restait trop d'inquiétude. Après une nuit de réflexion, il renvoyait la bague à Rose, avec un mot pour lui dire qu'elle était libre, mais que pour lui, il ne pouvait se considérer comme tel qu'après l'avoir revue, si elle pouvait le convaincre que c'était pour son bonheur à elle qu'elle préférait se dégager. Il ne s'abusait pas sur la banalité de cette formule protocolaire, et tout en écrivant la lettre, il songeait à la peine que devait éprouver Rose et ressentait un remords du mal qu'il lui faisait. Les phrases qu'il écrivait et qui venaient sous sa plume, c'étaient celles d'honnêtes gens qui détestaient de faire souffrir et étaient même capables de s'oublier pour épargner cette souffrance à autrui. En somme, ces gens-là valent mieux que nous, se dit-il. Cette pensée adoucit la fin de son épître et lui fit ajouter cette ligne « Soyez bonne, patientez un peu ma chérie, dès que je pourrai me sauver, j'arriverai. » Cela fait, la chose passa à l'arrière-plan de son esprit. Il ne s'aperçut même pas qu'il avait cessé d'y penser. L'habitude de la vie active et de se décider vite lui faisait classer aussitôt les affaires expédiées. Il croyait que les affaires de cœur se traitent aussi aisément que des affaires professionnelles. Et jusqu'à un certain point, il l'avait éprouvé. Derrière le tissu serré de son existence quotidienne, il avait pu, pendant des années, entretenir le mirage de son ami, mais à présent ce mirage s'était réduit à l'ombre d'une ombre, et il en détournait les yeux pour ne pas voir qu'il n'en restait rien. La lettre de Joyce fut la dernière alerte, et à la pension Rosenglue, les jours s'étaient remis à couler dans la paix. Mais c'était la fin de l'été. Les touristes se dispersaient, les hôtels commençaient à fermer. Un éclat froid filtra dans l'air des matinées, et la nuit, la température descendait à la gelée. Sur le bas des pentes, les mélèzes tournaient en flammes d'or pâle et les rochers là-haut jetaient un feu intense sur un ciel de métal. La magie de ces jours rapides était un avertissement qu'ils ne pouvaient durer, et les changements du paysage en présageaient d'autres pour le petit groupe. Rose répondit par une lettre charmante. Provisoirement, elle demeurait avec la tante Julie, installée pour 2 ou 3 mois à Paris. « Si vous désirez me voir, ajouta-t-elle, j'espère que vous pourrez venir sans trop tarder. Quoi qu'il arrive, comptez sur ma tendre affection. » La lettre se terminait par un souvenir pour les petits Walter. Boyne redoutait une nouvelle indiscrétion de Judith, mais elle prit sur elle de se taire et cet effort fit comprendre à Boyne qu'elle devenait une grande fille. Il reprenait son équilibre et cela écartait la tentation des scènes, et puis, ils étaient tout le temps avec les petits. Boyne évitait de se trouver seul avec Judith. Les soirées plus longues et la température plus fraîche abrégeaient les expéditions et donnaient en revanche plus de temps aux jeux et aux réunions joyeuses autour du poêle. Un jour de pluie, Boyne se trouvait seul à la pension Rosenglue avec la petite classe. Judith était allée avec l'institutrice à Toblach acheter des lainages. Terry travaillait dans sa chambre avec le précepteur. Chip dormait. Dans le coin du poêle, Blanca méditait sur un numéro déchiré du Tatler, le front plissé par l'attention, comme toujours quand elle regardait des gravures de mode. « Les jupes rallongent, » dit-elle. « Voilà un mois que je le dis à Judith. » Zinni, à genoux près de son frère, admirait une locomotive électrique que le petit faisait marcher sous la direction de Boyne. Elle leva la tête. La dame qui est venue ce matin portait une jupe longue, bien plus longue que celle de Judith, appuya-t-elle. Beachy, qui suivait avec attention les doigts agiles de son frère, interrompit d'une voix indignée. « Oui, mais elle n'est pas aussi jolie que Judith. »« Quelle dame ?» demanda Boyne, vaguement inquiet. « Est-ce qu'il y a une nouvelle pensionnaire ?» Blanca reprit la parole en reniflant. « Vous ne me diriez pas cela, si vous l'aviez vue. Ce n'est pas le genre d'ici. Elle serait plutôt descendue au palace s'il n'était pas fermé. Elle avait un genre, comment dire, pas chic, si vous voulez, et puis c'est démodé. Elle était distinguée plutôt, comme dit Scopie. Au moins, je crois que c'est ce que ça veut dire. Une toilette toute simple, mais pas du tout sport. Plutôt un genre gouvernante. Scopie jeune. Tenez, habillée chez Chanel. » Et elle se tut, découragée de ne pas trouver de mots pour rendre sa pensée. Boyne détacha les yeux de la machine. « Quand tu auras fini de nous décrire sa toilette, tu voudras bien me dire pourquoi elle venait ?» « C'était pour vous voir, vous ?
s'écria Zinni en exécutant une double culbute récemment apprise de son frère au désespoir de Bitchy, si grasse qu'elle s'étalait invariablement à chaque tentative. « C'est vrai que j'aurais pu vous le dire plus tôt, » ajouta-t-elle, « car c'est moi qui lui ai parlé. »« Tu as osé, petite impertinente » s'écria Blanca en bondissant. Bun, à plat ventre, les pieds en l'air et ses boucles traînant sur les rails du chemin de fer, se mit à chantonner par-dessus son épaule. « Les filles, ça se dispute toujours. »« Ah oui, les filles, quelle engeance !» reprit Bitchy, toujours prête à seconder son frère, et qui n'était pas encore bien sûr de ne pas être un garçon. Zinni allait répondre quand elle découvrit les poissons rouges de la propriétaire sur un guéridon devant la fenêtre. D'habitude, l'aquarium se trouvait dans l'autre salle à manger. On le transportait pour l'hiver dans une pièce mieux chauffée. Elle se dirigea sur la pointe des pieds pour aller contempler ce paradis défendu, tandis que Boyne, se levant, ramassait le fil électrique. « Où as-tu mis la pile ? Est-ce que tes rails sont bien en place ? » ?»« Allons, Ben. 1, 2, 3, y sommes-nous ?» Et se tournant vers Zinni, « Pourquoi cette dame venait-elle me voir ? Te l'a-t-elle dit ?» Ce fut Blanca qui se chargea de la réponse. « Elle a dû le dire à Zinni, » prononça-t-elle d'un air de mépris. Et se tournant vers Boyne, elle amincit à son adresse, les paupières à demi fermées, son sourire le plus chatte. « Félicitations, cher ami, elle était plutôt bien, la dame, vous savez. » Faiseuse d'embarras. « Comme si on ne parlait pas tous français, nous autres, » fit Zinni, tournant avec précaution autour de l'aquarium. À ce moment, la porte s'ouvrit, et la femme de chambre apporta une carte de visite. Boyne lut « Princesse Buondelmonte » et une ligne au crayon. Prie M. Boyne de la recevoir au sujet d'une affaire importante. Il mit la carte dans sa poche sans répondre. Il sentait tous les yeux braqués sur lui. « C'est la dame, c'est la dame. Je suis sûr que c'est elle, » flûta Zinni. « Elle a dit qu'elle reviendrait voir Martine. Elle arrive de Rome tout exprès. » Blanca glissa doucement sa main dans celle de Boyne. « Une dame de Rome, comment s'appelle-t-elle ? Est-ce que je peux venir au moins jusqu'à la porte pour voir si sa robe est en cacha ou en crépella, pour le dire à Judith ?» Boyne l'écarta. « Reste ici, toi, et occupe-toi des petits. Je sais ce que c'est, ce n'est rien, je reviens dans 5 minutes. » Et il remercia son étoile que l'étrangère eût fait passer sa carte au lieu de se faire annoncer. Que lui voulait-elle ? Sans rien savoir, il avait peur. Il jeta un dernier regard sur le petit groupe à 4 pattes autour du joujou, pêle-mêle de toisons oranges, brunes, châtaines, de petites jambes hâlées et agitées en l'air, de voix perçantes et hors d'haleine. Quel tableau charmant et joyeux! Cela sentait bon la laine, le savon, et une odeur fruitée de jeunes corps pareille à une jatte de pommes. Comme ils étaient gentils. Ah, si Rose avait eu le courage de s'affranchir plus tôt, quand elle et lui avaient encore de la jeunesse. Un dos de femme très mince devant le poêle du salon se tenait sous l'aigle empaillé. En entendant Boyne, la dame se retourna et montra un ovale pâle aux traits bien modelés, avec des yeux gris de nuances sérieuses. Pourquoi ces jolis détails ne faisaient-ils pas un ensemble ? C'est sans doute que la personne ne s'était jamais souciée de paraître belle. Des préoccupations plus graves l'agitaient, comme il parut tout de suite à ses paroles lentes et calculées. « Monsieur Boyne ?» demanda-t-elle d'un ton presque agressif, et sur la réponse affirmative de l'interpellé, elle poursuivit avec une nuance de nervosité. « J'arrive de Rome, je veux voir mes enfants. »« Vos enfants ?» fit Boyne, étonné. Elle rougit et se reprit. « Les enfants du prince, devrais-je dire. Mes beaux enfants, si vous voulez. Mais je déteste ce mot-là, parce que j'aime déjà ces petits comme s'ils étaient à moi. » Boyne lui avança un fauteuil. Elle s'assit, les pieds croisés, en s'assurant que sa jupe, dont la longueur n'avait pas échappé à Zinni, ne découvrait pas trop de jambes au-dessus de ses fines chevilles. « Je sais qu'ils sont ici, Astoré et Béatrice. » Boyne fit bonne contenance. « Ils sont en effet ici où monsieur et madame Water les ont envoyés avec toute la famille il y a quelques semaines. Sous votre surveillance, à ce qu'il paraît. Mais il ne peut vous échapper que monsieur et madame Water n'ont pas à se mêler d'envoyer où que ce soit les enfants de mon mari. » Elle s'arrêta une seconde et ajouta. « Je viens les chercher. »« Princesse, » commença Boyne.
Elle fit un mouvement imperceptible de son beau front et dit « J'ai l'air de vous surprendre. Je l'avoue. En tout cas, cela me paraît très pénible. » « Pourquoi donc? Est-ce que ce n'est pas la place des enfants d'être sous le toit de leurs parents? Mon Dieu, cela dépend. » « Cela dépend de quoi? » Son visage devint cramoisi, puis plus pâle que tout à l'heure. « J'espère que vous ne prétendez pas insinuer. » Elle se tut, et ses yeux se remplirent de larmes. « Je vous préviens que je ne le tolérerai pas, » ajouta-t-elle un peu essoufflée, comme si elle sentait la partie inégale dès qu'il s'agissait des vertus du prince Buondelmonte. « Je n'insinue rien du tout, » répondit Boyne. « Ce que je veux dire, c'est que ces petits ne se sont jamais quittés et qu'à force de vivre ensemble, ils ne font plus qu'une seule famille. Il serait barbare de... »« Ce qui est barbare, » s'écria-t-elle, « c'est de priver si longtemps ses enfants de l'influence paternelle. C'est de profiter des malheurs du prince Buondelmonte, oui, de ses malheurs, pour tenir ses enfants sans foyer, sans famille, sans principe conducteur. » La terreur se peignit dans ses yeux. Quelle direction ont-ils eu? Quels exemples? Quelle éducation religieuse? Avez-vous songé à cela, vous et vos amis? C'est une lourde responsabilité dont vous vous êtes chargés. Vous êtes-vous jamais dit que vous pourriez un jour être appelé à en rendre compte? Boyne l'écoutait, stupéfait. Elle parlait avec lenteur, mais sans hésitation, non pas comme quelqu'un qui récite une leçon, mais comme un professeur qui soutient une thèse. Ses paroles sentaient la chair. « Je crains bien de ne pouvoir répondre à toutes vos questions, » dit-il. « Je connais ces enfants depuis 2 mois à peine. Monsieur et Madame Water m'ont prié d'avoir l'œil sur eux jusqu'au règlement de certaines affaires de famille. Mais je puis vous assurer que depuis que je les vois, ils vivent dans une atmosphère de soins et d'affection, et j'ai la faiblesse de croire que c'est l'essentiel. Vous me permettrez là-dessus de faire mes réserves. Des soins mercenaires, où ceux de personnes qui ne sont pas des spécialistes peuvent faire autant de mal que de bien. Quand on a un peu approfondi ce sujet passionnant de la psychologie infantile, » elle s'arrêta pour ajouter avec un air de dignité modeste, « Je dois vous apprendre que je suis docteur en puériculture et psychologie infantile et que je possède le diplôme du Lone Green College de Texas. Vous savez peut-être que mon grand-père, le docteur Judson Tring, est le fondateur du collège et a été le premier de ses présidents. » Elle jeta à Boyne un regard d'orgueil un peu inquiet, afin de se rendre compte de l'impression faite sur lui par cette glorieuse évocation, et poursuivit. « Par exemple, pouvez-vous me donner l'assurance que ces enfants étaient l'objet d'un bon examen de psychoanalyse et qu'on se soit donné la peine de leur tracer un programme d'études et de récréation en rapport avec leur système d'hérédité morale, alimentaire, dentaire et glanduleuse? Les jeux. C'est un article aussi important que les études, mais l'Europe méconnaît ces questions vitales. » Boyne ne trouva rien à répondre. La doctoresse du Texas se leva avec impatience. « Du reste, il n'y a aucun intérêt à poursuivre une discussion qui ne saurait changer ma décision ni celle du prince. »« Ne dites pas cela, » s'écria Boyne. « Comment? Comment? Ne me dites pas que vous refusez d'entendre raison. Considérez ce que sera pour ces enfants de se voir déracinés. Ce n'est pas le prince qui en a pris l'initiative, c'est par des circonstances dont il s'est trouvé la victime, et la victime chevaleresque, entendez-vous, monsieur Boyne? Il s'est vu ou cru obligé de confier pour un temps ses enfants à Madame Water. Il a voulu lui épargner jusqu'au moindre soupçon de la calomnie. » Elle ajouta avec un trémolo dans la voix, « Madame Water a beau n'être pas la mère de ses enfants, mon mari n'oublie pas qu'elle a porté son nom. » Boyne demeurait désarmé. « Croit-elle ce qu'elle dit ?» pensait-il. « Ou est-ce que son mari lui a seriné ce tas d'extravagances? Non, ce n'est pas une faiseuse, c'est une convaincue. Cela ne va pas rendre l'entretien plus facile. » Pendant quelques instants, ils se regardèrent sans rien dire. Enfin, Boyne prit la parole. « Mais enfin, le prince a confié ses enfants à Madame Water. C'est un fait à considérer. Puisqu'il les lui donnait à garder, c'est qu'il pensait qu'il ne serait pas mal entre ses mains. Permettez. Mon mari agit pour les raisons que je vous ai dites, et aussi parce qu'à ce moment-là, par suite de circonstances malheureuses, il n'avait pas un toit à offrir à ses enfants,
et ne pouvait pas non plus leur assurer les soins d'une mère. Mais la situation n'est plus la même. Depuis notre mariage, nous avons pu racheter à Rome le palais de famille et j'ai, comme mon mari, le plus vif désir que ces enfants viennent y vivre avec nous. Boyne se leva. Cela devenait une sorte de débat juridique. Il n'y avait plus de raison d'en finir. En acceptant le point de départ de la princesse, il n'y avait aucun moyen de lui contester sa conclusion. Tout ce qu'il pouvait faire était de plaider l'incompétence. Il rappela que Madame Wetter, à qui à tort ou à raison le prince avait confié ses enfants, les avait à son tour confiés à la garde de leur nouveau tuteur, lequel, en conséquence, n'était lié qu'envers elle, et envers elle seulement. La princesse allait ouvrir les lèvres pour protester, il ne lui en laissa pas le temps. Princesse, dans le fond, c'est simple. Légalement, il n'y a pas de question. Si votre mari possède un droit sur ses enfants, personne au monde ne peut l'empêcher de les reprendre. Mais la véritable question me semble toute différente. Il s'agit de considérer le point de vue des enfants eux-mêmes. Ces petits ne veulent pas entendre parler de séparation. Ils ne sont heureux que tous ensemble. C'est leur jeune belle-sœur, la fille aînée de Madame Wetter, Mademoiselle Judith, qui a maintenu la cohésion de sa petite famille. Avant de décider, la princesse leva une main impérieuse. « Monsieur Boyne, vous me voyez désolé. Vous aimez beaucoup ces enfants, mais la tendresse n'est pas tout. Elle peut même devenir un danger. J'aurais beaucoup à dire sur le choix des personnes à qui Madame Wetter a confié la tâche, sans excepter sa fille aînée. L'âme de l'enfant, nous y voilà. » Dit Boyne, « C'est cela même que je défends. Si vous pouviez les voir ensemble, mais j'y compte bien. » Il se trouva pris au dépourvu. « Tout de suite ?» Elle fit oui en souriant. « Pensez-vous que je vienne de Rome pour une autre raison? Mais rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de les enlever. » Ses yeux reprirent un regard sévère. « Nous n'en viendrons pas là, j'espère, mais je tiens expressément à voir les enfants de mon mari. »« À votre aise, » dit Boyne. Il commençait à deviner derrière les façons mécaniques de la jeune femme quelque chose de neuf et de naturel, une âme qu'on pouvait encore atteindre, et il pensa que la vue des enfants serait encore le plus court moyen d'y réussir. « Ils sont en train de jouer dans la chambre à côté, » dit-il. « Faut-il vous envoyer ici Bun et Bitchy, ou aimez-vous mieux les voir tous ensemble ?» La princesse répondit qu'elle préférait les voir tous en train de jouer. Les jeux ont une telle valeur psychologique. Eh bien, vous allez voir quelle jolie bande de petits drôles ils font. Ils s'accordent tellement. Il la précéda dans le couloir et ouvrit la porte de la salle à manger. Un concert de voix fâchées les accueillit. Tout était sens dessus-dessous et l'entrée des nouveaux venus passa inaperçue. Jamais Boyne n'avait vu les petits dans un état pareil. On aurait dit qu'ils étaient 20 à se chamailler. C'étaient des cris et des injures, une bataille, une bousculade. Par terre s'étalaient les débris de l'aquarium qui était placé sur un guéridon devant la fenêtre. Mais le tumulte empêchait de distinguer les causes de l'orage. Boyne recula d'horreur. « C'est pas ma faute si on a renversé l'aquarium, » s'écria Zinni d'une voix furieuse. « C'est pas moi, Blanca, je te jure, et ces guapes-là le savent aussi bien que moi. » Ben glapit. « C'est toi qui as voulu faire prendre un bain au lapin de Chip, sale menteuse, va. C'est pas vrai. Mais Nounou lui donne jamais à boire, et comme Chip dormait, j'en ai vite profité pour courir le chercher. Et si Bitchy n'était pas venu me pousser par derrière, menteuse, tu voulais voir si les lapins savent nager. Pas du tout, c'est toi qui mens, et c'est Bitchy qui m'a poussé contre l'aquarium. Tu ne peux pas me dire le contraire. Parce que le lapin se noyait. Et Judith t'aurait étranglé si je t'avais laissé faire, pleurnicha Bitchy. Elle l'étranglera tout de même si elle s'avise encore de nous traiter de guap, rugit Ben. Blanca s'était arrachée à son numéro du Tatler, et quittant le coin du poêle, distribuait des taloches d'une main exercée. En se tournant, elle aperçut Boyne et l'étrangère. Les bras lui tombèrent d'effroi, et elle fit reculer derrière elle, dans un coin, la marmaille indocile. « C'est désolant, Martin. Avez-vous jamais vu un pareil tas de sauvages? Il faisait je ne sais quelle sottise et je ne voyais pas... » C'est à Boyne qu'elle parlait, mais elle ne faisait attention qu'à l'étrangère. « Qu'en pensera madame ?» dit-elle avec un regard d'excuse. La princesse, pâle et raide, demeurait sur le seuil et répondit au regard de l'enfant.
Voilà précisément à quoi je m'attendais, dit-elle froidement en se tournant vers Boyd. Je vous le disais il n'y a qu'un instant. En éducation, on ne doit rien laisser au hasard. Les récréations doivent être surveillées avec plus d'attention encore que les études. Menacer de tuer un enfant me paraît une infamie. C'est un scandale de perpétuer les vieux instincts militaristes. À Lohengrin, le mot tuer est rayé de notre vocabulaire. Et s'adressant nerveusement à Blanca, « Je veux croire, dit-elle, que le petit sauvage qui a parlé de tuer n'est pas à moi, qu'il n'est pas le fils du prince, veux-je dire. » La petite fille la regardait avec ravissement. « Vous êtes sa nouvelle femme? C'est vraiment vous, la princesse Buondelmonte? »« Vous l'avez dit, c'est moi, la princesse Buondelmonte, » dit la visiteuse avec un sourire de vanité si puéril qu'à cet instant-là, on lui redonnait l'âge de Blanca. Mais Ben, balayant ses petites sœurs, s'était jeté impérieusement sur elle. « Alors c'est vraiment vous, la femme de papa? Alors il faut lui dire de m'envoyer une carabine pour fusiller les gens qui me traiteront de guape. » La visiteuse se pencha en posant sur la petite tête brune une main timide et résolue. « Je m'en vais, mon enfant, vous emmener chez nous, vous et Béatrice. Chez votre cher papa, qui s'ennuie tant de vous. Dans un endroit où on ne parle jamais de fusillade et de tuerie. » Le nez du petit s'allongea. « Vous croyez que papa ne va pas me donner une carabine? Alors, vous savez, Bitchy et moi, on n'a pas si envie que ça de partir. » La princesse pinça les lèvres avec la même résolution qui avait conduit sa main. « C'est égal, Astor. Il faudra partir tout de même. Ce n'est pas chez vous ici, et je vais vous emmener dans une belle maison. Et papa vous donnera une foule d'autres choses qui vous feront encore plus de plaisir. Pas tant qu'un fusil. Je ne marche pas, dit Ben, inexorable.